Ici sur NTI pour télévivre des choses que vous êtes en droit de savoir, des choses qui sont forcément pertinentes et des choses aussi qui sont forcément liées à l'actualité. On a deux tableaux ce soir. Le premier tableau sera lié à une actualité, c'est la crise qui prévaut à l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et cela depuis plusieurs semaines. Une crise sans précédent, on est tenté de le dire. On va en parler ce soir avec un troisième intervenant, un troisième acteur important. Je ne dirais pas dans cette crise-là, mais en tout cas au niveau donc, du paysage journalistique et médiatique par extension de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI. Merci beaucoup d'être là, Jean-Claude Coulibaly. Sonia, ça va ? Ça va très bien, et toi? Ça va. Et puis, on n'oubliera pas évidemment de mentionner la présence dans le public de ceux qui jeûnent et qui prient pour que Abondoukou envoie la lune le mercredi soir. Merci de vous applaudir si vous le connaissez. Et puis, par extraordinaire, chez les musulmans, il y a ceux qu'on appelle ceux qui accompagnent le jeûne. C'est-à-dire qu'il y a la fin officielle, mais ils jeûnent généralement 6 jours en plus, quelque chose comme ça. Si vous le connaissez, applaudissez, on va voir. Non, j'ai de sérieux doutes. On ne peut pas applaudir avec une telle vigueur quand on jeûne. En plus qu'il n'est pas là, non. Bon, très bien. Allez, donc on va parler de l'UNJCI dans quelques instants. Et puis le deuxième tableau sera consacré à un sujet de société en lien avec l'éducation nationale. Il faut impérativement se couper les cheveux jusqu'en classe de 3e, ça vous le savez. On a promené notre caméra dans les rues d'Abidjan pour demander l'avis des Ivoiriens sur cette question-là et bien d'autres questions. On leur a globalement demandé qu'est-ce qui dérange dans le système éducatif national ivoirien. Et en plateau, on aura deux intervenants. J'ai presque envie de dire deux débatteurs. René Armstrong, elle est spécialiste en communication, et Jean-Claude Cadio, il est le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, un habitué de la télé d'ici qui donnera forcément, on lui posera la question sur le nombre d'années, évidemment. Voilà. Très bien. J'aimerais qu'on revienne justement, Jean-Claude Coulibaly. Merci encore une fois de répondre à l'invitation de la télé d'ici. On avait déjà reçu le candidat Franck Etienne, reçu le porte-parole de l'autre candidat, pour ne pas dire l'autre candidate, Marie-Laure Ngoran, qui sont donc en liste pour présider aux destinées du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Sauf qu'on était censé connaître le nouveau président depuis le 14 février ou 13 février de cette année. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu un report à la semaine du 21 février. Ça ne s'est pas fait. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nouveau président du Conseil exécutif. L'affaire s'est déportée devant les juridictions pénales de Côte d'Ivoire, chose que vous avez à titre personnel dénoncée. Pour vous, il est aucunement nécessaire, pertinent de judiciariser une affaire qui concerne les journalistes. Finalement, la plainte, elle a été retirée. Il n'empêche, la crise, elle demeure et on ne voit pas du tout le bout du tunnel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe en ce moment, c'est une période de maturation. Vous savez, lorsqu'il y a une crise qui germe, il y a soit nous sommes véritablement, nous continuons, si vous voulez, la belligérance, soit nous essayons de prendre un moment, une période de recul et rentrer dans ce que moi j'appelle une période de maturation. Et je pense que nous sommes dans cette période-là avec... Est-ce que la maturation ne va pas conduire au pourrissement? J'ai l'impression que le flux est tellement mûr que... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que certainement, dans un temps vraiment assez raisonnable, nous allons sortir, nous allons voir le bout du tunnel. Et les médiateurs sont à la tâche. Il y a le Conseil des sages qui est présidé par Yao Noël. Mais qui avait abandonné aussi. Il y a également aussi, le collectif des passes-présidents qui également essaye de faire en sorte que nous puissions sortir de cette crise. Mais je vous assure que nous sommes sur la bonne voie. Et en tout cas, le bout du tunnel n'est pas loin. Elle ressemblera à quoi cette sortie de crise? On aura deux candidats in fine ou une candidature unique? Il y aura deux candidats. Il y aura deux candidats. Vous êtes formel ce soir? Je suis formel qu'il y aura deux candidats et qu'on ira avec deux candidats au congrès, au 12e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Mais le camp Marie-Laure Ngoran n'a eu de cesse de contester l'éligibilité de Franck Etienne. Et ce discours, il est toujours d'actualité. La posture n'a pas changé. Donc je vois difficilement
un bout du tunnel avec deux candidats. Oui, vous savez, en fait, c'est normal. C'est normal. Lorsqu'on veut aller à la compétition du pouvoir, on se donne parfois tous les moyens. Mais ça veut dire que cela ne dépend pas d'une seule partie. Cela dépend de toute la communauté, de toute la grande famille de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il est vrai qu'il y a des contestations, mais il n'empêche que nos tests sont formels. Lorsque le conseil d'administration a déjà validé les candidatures, là où on peut en discuter, c'est au niveau du Congrès. Et je pense que le Congrès, qui est l'instance qui est au-dessus du conseil d'administration, va trancher. Parce que c'est là-bas que nous allons interroger le peuple. Il va se tenir quand, ce Congrès? On a une date? Je pense que laissons d'abord le temps aux médiateurs, mais je ne pense pas que cela puisse durer encore longtemps. Pour revenir sur la décision prise par le conseil d'administration de valider la candidature de Franck Etienne, dans l'hypothèse où ce même conseil d'administration constate que la carte de la CIGP, puisque c'est évidemment cette pièce-là qui est en cause, cette carte finalement a été annulée par la commission paritaire. Est-ce que le conseil d'administration ne peut pas revenir sur sa décision, pour parler simple? Le conseil d'administration ne peut pas revenir tout simplement parce qu'à ce niveau, nos tests sont clairs. Le conseil d'administration, après la période de contentieux, est le dernier recours. Une fois que les candidatures sont validées, la seule instance qui peut véritablement régler la question, c'est le Congrès. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent que vous roulez, vous et le conseil d'administration, vous roulez pour le candidat Franck Etienne? Je pense que c'est une lapalissade. Une lapalissade tout simplement parce que je suis le président sortant, naturellement. Et il était dans votre cabinet? Franck Etienne, le candidat du bureau sortant. Ouais. Bon, je pense que c'est une lapalissade. D'accord, donc, OK. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, il ne faut pas penser que le président, c'est le candidat du président, ça soit un crime ou bien ça soit vraiment un scandale. Ça a toujours été ainsi. Hein, vous comprenez les griefs du camp en face qui dit que Franck Etienne ne remplit pas toutes les conditions, notamment sur le point spécifique de la CIJP? À ce niveau, je pense que toutes les appréhensions, toutes les récriminations sont légitimes. Et vrai? Et vrai ou pas? C'est vrai. Vrai, là, c'est une autre paire. Vous en pensez quoi? Non, vous êtes président de l'UNJC, est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que le conseil d'administration, qui est l'instance de validation des candidatures, qui est, si vous voulez, comme le conseil constitutionnel a décidé que ce soit deux candidats, a validé les deux candidats. Une fois que c'est fait, voyez-vous, c'est assez compliqué. Oui, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision. Il faut se souvenir de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Si on a pu le faire au niveau national, pourquoi pas au niveau de la frontière? Au niveau, par exemple, vous parlez par exemple au niveau des résultats. Et nous tous, nous savons un peu dans quelles conditions les résultats ont été. Je vais parler un peu au plan national, au plan politique. Ouais. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est au niveau des candidats. Au niveau des candidats, une fois que le conseil d'administration a validé, l'instance, je répète, l'instance, en même de revenir sur cette affaire des candidats. C'est le Congrès. C'est le Congrès. D'accord. Donc, allons au Congrès. C'est entre les mains du Congrès. Et au niveau du Congrès, le Congrès va décider. Et vous accepteriez la décision du Congrès si bien entendu, que votre candidat... Bien entendu, parce que le Congrès est souverain. Le Congrès, c'est quoi? C'est aller interroger le peuple UNJCI, c'est-à-dire tous les journalistes. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont d'accord à ce que telle candidature soit validée? Est-ce que, voilà, il y a plusieurs questions. Une fois que le Congrès a décidé, ben, tout le monde s'aligne. Ben, votre candidat Franck Etienne a pointé du doigt le rôle du ministre de la Communication. Vous endossez ces propos-là? Oh non, moi je pense que si le ministre a décidé véritablement de chercher à régler la question, c'est parce que ce sont des journalistes qui sont allés voir le ministre. Voyez-vous, le ministre ne s'est pas impliqué dans notre affaire lui-même. Il y a eu des plaintes, il y a eu des écrits, il y a eu des courriers qui lui ont été adressés. Et à l'issue de ce courrier-là, qu'il a décidé vraiment de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour calmer le jeu, pour amener un peu la sérénité afin que nous puissions aller au Congrès. Je pense que le ministre est dans son rôle, puisque l'Union... Mais Franck Etienne a parlé de politisation de l'affaire, chose qu'il a d'ailleurs dénoncée. Je pense que politisation, vous savez, quand il s'agit des journalistes, qui plus est, une institution comme l'UNJCI, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique dedans. Il n'y a pas de fine bouche, ce n'est pas possible. Ah bon? Les journalistes ne sont pas souverains. Sous quelle forme? Non, il y a toujours, si vous voulez, un relent politique dans une certaine mesure. C'est-à-dire, quelle mesure? La mesure, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, le président de l'UNJCI
quoi qu'il le veuille ou pas, parfois il joue un peu un rôle politique, qu'il le veuille ou pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas les mains. Notamment en temps de crise, effectivement, il est censé être celui qui fait le essuie-glace pour un peu calmer les ardeurs. Voilà, ça, on l'a compris. Voilà. Et même à ce niveau-là, c'est normal. Quand on parle de dire que oui, la crise se politise, bon, ça c'est peut-être une... Mais toujours est-il que vous devez comprendre que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'est toujours vraiment posée comme un partenaire des autorités publiques. Est-ce qu'il y a un risque que ce congrès ne se tienne tout de même pas, puisque le camp Marie-Laure Ngouran, encore une fois, avait au départ contesté le fait que le comité en charge d'organiser ce congrès en question était un peu miné à la base parce que ce comité comportait des éléments de votre bureau sortant, donc pro-Franck Etienne. Tout ça, ça a été réglé. Voyez-vous, moi, quand on a fini les ébonies, les 6, 7, 8, j'avais vraiment en tête d'aller faire un congrès tranquillement. C'est-à-dire les 13 et 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu véritablement des griefs qui ont été formulés devant le ministre le 11 février. Et le 11 février, j'ai essayé, à ma manière, d'apporter l'apaisement. Tous les griefs qui ont été apportés par le camp Marie-Laure Ngouran ont été levés, notamment le remplacement du président du comité d'organisation. C'est cela. Bon, on a dit que le président du comité d'organisation était sur la liste de Franck Etienne. Vous savez, peut-être que vous êtes aussi membre de l'Union. À l'Union, ça ne posait pas problème. Parfois, il y avait des PCO, comme on le dit, des présidents du comité d'organisation, qui parfois étaient sur la liste du bureau sortant. Et ça ne posait pas problème. Et cette fois-ci, la liste Marie-Laure Ngouran a estimé que ça posait un problème d'éthique. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès le lendemain de la rencontre, nous avons remplacé le président du comité d'organisation par M. Jean Jaurès Tabi, qui n'est pas sur la liste de Franck Etienne. Et les choses sont bien déroulées. Ils ont même demandé une commission paritaire pour l'élaboration d'une liste consensuelle. Ce qui a été validé. Ce qui a été validé, ce qui a été fait. Tout à fait. On a même exigé l'intégration des primo-votants, contrairement à nos tests. Parce que pour être électeur à l'UNJCI, il faut avoir 2 mois de présence. 3 mois de présence, pardon. Alors là, que nous avons des personnes qui n'avaient même pas 2 mois de présence. Et pour la paix, comme je l'ai dit, pour amener la sérénité, pour montrer que nous n'avons rien à cacher et que nous sommes dans un souci de transparence, nous l'avons fait. Malheureusement, il y a eu, à la veille du congrès, c'est-à-dire que le 19 février, puisque le congrès avait été décalé au 20, du 9 février, il y a eu une assignation en référé. D'une semaine. Voilà, il y a eu une assignation en référé qui vient de la part d'un groupe de journalistes. Et le juge a demandé à ce qu'on suspende le congrès. Jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, je ne suis candidat à aucune élection. J'ai fini un premier mandat, je suis en train de finir un second mandat, donc je ne suis candidat à aucune élection. Et vous assurez, je rappelle donc l'intérim pour l'instant, en raison de ce blocage. En raison de ce blocage, je suis fatigué parce que j'ai vraiment servi l'Union. Ça fait plus de 10 ans que je sers l'Union et je veux partir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la tenue de ce congrès soit tout de même compromise par le camp Marie-Laure Ngouran? Non, je ne pense pas. Parce que, vous savez, quand on est en famille vraiment, et quand on prône, nous, à l'UNJCI, la confraternité, il faut aller en famille pour régler le problème. Et la meilleure manière de le faire, comme je l'ai dit, c'est d'aller consulter, d'aller interroger l'instance suprême de notre association, qui est le Congrès. Le Congrès est constitué de l'ensemble, vraiment, du peuple UNJCI. Ce sont les journalistes qui vont décider de tous les problèmes que vous venez de... C'est en cela que ça vous a posé un problème, qu'on judiciarise l'affaire, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être là en train de se battre pour qu'on ne mette pas un journaliste en prison et que nous-mêmes nous levons pour chercher à aller mettre un journaliste à la MACA ou bien à la PPAC. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Le peuple nous regarde. Nous sommes des donneurs de leçons. Nous sommes ceux-là même qui sont la conscience de la société. Mais en même temps, nous devons faire attention au statut que nous voulons véritablement projeter dans la société. C'est-à-dire être ceux-là même qui sont les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, qui sont ceux-là même qui défendent ou qui dénoncent tout l'état de la société. Ce n'est pas à nous véritablement de nous présenter, comme je dirais, excusez-moi du terme vraiment, des chiffonniers. Ce n'est pas à nous de nous présenter comme des personnes qui n'ont aucun sens de la responsabilité. Ce n'est pas à nous de faire en sorte que vraiment nous soyons mis sur le banc de la société, comme c'est le cas en ce moment. Alors, est-ce qu'il est vrai que Franck Etienne a perçu, en décembre de l'année dernière, son salaire en tant que
chef de cabinet du conseil régional auquel il appartient? C'était ça la question. Puisqu'il affirme avoir démissionné des mois à l'avance. Et après, le camp d'en face confirme qu'il a bel et bien perçu son salaire. Ouais. Bon, il y a eu des informations à ce niveau. Ouais. Moi, je ne suis pas là pour vraiment... C'est votre candidat? Non, c'est mon candidat, bien sûr. Mais il y a eu des informations à ce niveau. Maintenant, c'est aller interroger véritablement celui qui a payé ce salaire. C'est-à-dire que son propriétaire... Non, mais ce n'est pas moi qui... Mais ce n'est pas qu'une seule fois qu'il a perçu. Il a perçu. Donc, si tu perçois un salaire d'un boulot que tu ne fais plus, tu peux aussi aller dire... Je ne travaille plus. Non, mais vous me posez une question où je suis le moins mieux placé, je veux dire, pour répondre à cette question. Oui, mais c'est votre candidat. Vous êtes quand même parfaitement connaisseur de son dossier de candidature, j'imagine. Oui, je suis... C'est censé être un dossier nickel, comme on dit. Non, non, vous savez... Clean. Vous savez, il y a eu des contestations avant. Il y a eu l'occasion, on a donné l'occasion à ceux qui devaient contester la candidature d'en apporter la preuve. Oui, mais si ce détail a échappé au conseil d'administration, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que le Congrès prévoit que le conseil d'administration se remette lui-même en cause? Non, non, justement, c'est pas, je dis allons au Congrès. C'est pas possible, il faut aller au Congrès. Il faut aller au Congrès, d'accord. Voilà, pour interroger le Congrès. Jean-Claude Coulibaly, merci beaucoup de la présence, merci pour toutes ces précisions. En attendant de connaître la date effective de ce congrès qui, pour l'instant, reste totalement inconnu, nous, on va aller plutôt vers la pub. Juste derrière, on va parler d'un autre sujet. On va parler d'éducation, on va parler de ce qui se passe sur les bancs de classe, et également dans les classes, tout simplement avec Jean-Claude Cadio. Il est le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, et René Armstrong, elle est spécialiste en communication. Ce sera aussi, cette fois, je pense, un petit débat, non? On verra. A priori, deux positions contraires. Mais c'est quand même des parents d'élèves, c'est paradoxal. On verra bien. À tout de suite. À la suite de la crise à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qu'on a évoqué avec Jean-Claude Coulibaly, président du comité exécutif de la dite UNJCI, on ouvre le débat à présent sur ce qu'on pourrait appeler les maux de l'école ivoirienne. En fait, peut-être que mot, c'est un peu extrême, mais en tout cas, ce qui ne va pas, ce qui mérite absolument d'être corrigé. On en parle ce soir avec deux regards croisés, pour ne pas dire deux profils totalement différents. Non, quatre, tout ce qu'ils ont. Ah oui, c'est vrai? Tu veux intervenir aussi? Mais bien sûr. Ce serait bien d'ailleurs. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont parents d'élèves. Voilà. René Armstrong, merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste en communication. Et à vos côtés, on a quelqu'un qui pourrait être votre père, qui est peut-être aussi le père des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire finalement, puisqu'il préside aux destinées d'une organisation vieille comme le monde, l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Claude Cadio, merci beaucoup d'être là. Merci. Qui nous revisite pour la énième fois, finalement, on serait tenté de rajouter. Alors, peut-être, allez, on va planter le décor, mais très rapidement, il y a un sujet qui a cours en ce moment et qui a en fait refait surface, mais qui a un temps a été évoqué par beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux notamment. C'est la question des cheveux des jeunes filles qu'on doit impérativement couper dans les établissements scolaires jusqu'en classe de 3e. Est-ce qu'il y a une logique derrière ça? J'aimerais d'abord l'avis de Cadio. Je voudrais d'abord dire que c'est un sujet sensible qui s'ouvre sur une polémique à variable argumentative de valeur équilibrée, parce que valeur équitable. En français facile. Non, vraiment, c'est ce que je voulais dire. En français facile, ça veut dire tout simplement que moi, je peux être d'accord, comme toi, tu peux ne pas être d'accord. Donc, on doit discuter. Mais l'essentiel, c'est qu'on doit redescendre sur nos pieds. Nous mettre d'accord quand il s'agit de l'éducation. C'est cela. Autour de l'éducation, on doit toujours s'entendre et regarder dans la même direction. Voilà ce que je voulais... D'entrée de jeu. OK. Pour commencer. Mais son avis sur les cheveux, là, finalement... Non, c'est sa façon pour lui de planter le décor. OK. René Armstrong, ça vous paraît normal de couper les cheveux des jeunes filles? Non. Pour moi, pas du tout. Pourquoi? Déjà, je pense qu'il faut chercher peut-être la source de pourquoi est-ce qu'on coupe les cheveux.
des jeunes filles. Vous avez la réponse à cela? Il y a différentes sources qui s'accordent plus ou moins. Le point qui revient souvent de façon générale, c'est le fait que ça aiderait à mieux se concentrer pour les études. Donc, il faudrait qu'on nous rase le crâne, au moins de la 6e à la 3e, pour qu'on puisse se concentrer. Déjà, pour moi, cet argument-là, il ne tient pas la route. Le fait d'entretenir ses cheveux, surtout à cet âge-là, ne demande pas tant de temps que cela. On n'est pas obligé de se raser les cheveux pour les entretenir. Malheureusement, il y a une légende qui veut faire croire le contraire. J'ai fait une école de jeunes filles où on se coiffait justement de la 6e à la 3e. Je peux vous assurer que ne pas avoir de cheveux, ça n'a pas augmenté mon temps d'études. Parce qu'à la fin de la journée, chacun porte un intérêt qui est personnel à son cursus. Ça dépend du contexte, ça dépend de ses ambitions, ça dépend également des parents. Donc, disons que pour se faire des nattes sans mèche, des petites nattes, on a 45 minutes, 1h30 maximum. Mais rien ne garantit que, quand j'ai même tout mon samedi, tout mon dimanche, j'utiliserai ce temps-là pour étudier, plutôt que pour me faire des nattes, en fait. D'accord. Donc, pour moi, déjà, ce premier point-là, il ne tient pas. Ça, c'est le premier point. Ouais, Deuxième point, qui explique le fait qu'on coupe les cheveux des jeunes filles. Ce point-là, il tire sa source un peu en arrière. C'est une origine coloniale. L'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été importée. Et d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, on nous a demandé de nous couper les cheveux pour une raison très simple, qui est un peu raciste. Je ne sais pas si on peut en parler comme ça ici. Mais pour le colon qui venait, le cheveu noir, il est sale. D'ailleurs, on dit souvent aux gens, même aux garçons, « faut te coiffer, tu es sale ». C'est juste les cheveux. Normalement, s'ils sont peignés et bien arrangés, ils ne sont pas sales. Donc, il y avait cette idée-là de, on va dire, retirer quelque part une part d'identité qui a abouti au fait que dans des écoles qui, à la base, étaient tenues par des missionnaires étrangers, missionnaires religieux, les filles noires se rasaient le crâne pendant que, comme par hasard, les filles blanches gardaient leurs cheveux. Ça, c'est un peu étonnant. Vous pouvez même trouver de vieilles photos d'écoles comme, je crois, au plateau, là, l'école des filles. Le collège d'orientation du plateau ou le collège de... Non, Notre-Dame. Notre-Dame du plateau. Enfin, j'ai vu de vieilles photos où tu as les filles noires qui ont les cheveux courts, les blanches étant leurs cheveux. Donc, encore une fois, cet argument de... Ne tient pas la route, de votre point de vue. Oui. Est-ce qu'il y a un troisième argument ou ce sont les deux arguments que vous avez recensés? Bon, généralement, c'est ceux-là qu'on met en avant. Il y a un troisième qui dit que c'est pour protéger les jeunes filles, pour ne pas que les hommes les regardent. Je peux vous assurer que rien ne protège une femme du regard d'un homme. C'est vrai, hein? Ouais. Ah bon? Ok. Mais de rien du tout, en tout cas pas tes cheveux. D'accord, donc ça, c'est l'autre argument. Est-ce que derrière cela, Claude Cadiot, l'idée, ce n'était pas plutôt de ne pas créer de différence entre les filles? De les mettre peut-être au même piédestal, dans le starting block, pour éviter des frustrations par ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ça l'idée? Déjà, moi, je voudrais définir un peu l'école, la formation même. L'école, en tant que lieu de formation, est un lieu spécialisé où ce qu'on doit faire doit entraîner l'enfant vers sa réussite, vers son succès. Si je prends cette thèse-là, pour moi, l'essentiel pour un élève, c'est quoi? C'est d'aller à l'école. Et aller à l'école propre. Une jeune fille qui vient avec des cheveux extravagants, ça va attirer les autres qui sont là. Et ça va créer des dissensions. C'est ce que j'ai dit à l'introduction. Quand je venais, j'ai interrogé des parents, des mamans. Et moi, j'ai une fille qui me dit, ah non, papa, moi, mon fils, on ne touche pas à ses cheveux et tout. Ouais. Bon, je lui ai dit, mais c'est vrai, mais s'il arrive à l'école, on doit toucher à ses cheveux. Parce que l'école est un lieu spécial. Vous trouvez ça normal, donc on coupe les cheveux des jeunes filles? Je trouve ça, mais qu'on ne coupe alors, pas de façon... Alors, il n'y a pas que les jeunes filles, pour info. Alors là, pour l'instant, on parle de l'établissement public. On n'est pas dans le privé pour l'instant. Je précise que dans les établissements publics, effectivement, même les petits garçons sont soumis aussi à un certain niveau de cheveux qu'il ne faut pas excéder. Voilà. Mais il fallait situer le débat dans ce sens-là. Ouais. Sinon, à l'école publique, les élèves, garçons, doivent aller avec des cheveux ras. C'est vrai. Moi, à l'école publique, et moi, j'avais mon fils au lycée à Notre-Dame d'Afrique, mais lui, c'est public. Mais au privé. Mais au public, c'est dit. Et même, il y a un arrêté que le ministre Gilbert Brunet avait pris à son temps. Cet arrêté n'a pas été appliqué jusqu'aujourd'hui. Lequel arrêté? Qui disait quoi? L'arrêté, bon, pour dire que... Non, l'arrêté n'a pas été appliqué. Mais en fait, le ministre souhaitait qu'on ne coupe pas les cheveux, mais que les enfants, garçons, viennent avec des cheveux ras.
Et les filles avec des nattes. Mais pas des cheveux, pas de l'extravagance. Pas de l'extravagance. Ouais. Voilà. Oui, mon avis, c'est que, en fait, contrairement aux hommes, nous, les femmes, les cheveux, pour nous, c'est important. Je veux dire, en général, il y a très peu d'hommes qui gardent leurs cheveux. Et quand même ils gardent, c'est juste pour se faire un punch. Nous, on les tresse, nous, on les coiffe. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de notre identité, de notre féminité. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent que les écoles où les enfants ont les cheveux coiffés réussissent plus que des écoles où les enfants ont les cheveux pas coiffés? Est-ce que scientifiquement, c'est prouvé que parce qu'un enfant... Parce que quand on me dit... Parce que moi aussi, j'étais dans une école où je devais couper les cheveux jusqu'en seconde. Et je dis, donc à partir de seconde, on n'a pas besoin de se concentrer. En vrai, nous, les premières personnes qui m'ont draguée à l'école, j'étais en 4e, c'était mes professeurs. J'étais coiffée. J'étais coiffée. Donc, ça ne protège pas de la drague. Parce que, coiffée ou pas, on reste belle. On reste des femmes. On grandit, on mûrit. Donc, les hommes vont venir. Donc, si c'est pour ça... Je trouve que c'est un fort argument. Okay. Donc, et si c'est pour être concentré à l'école, comme elle a dit, en vrai, ça prend... Et pour reprendre les propos de René, c'est aussi l'affaire des parents d'élèves, finalement. Oui. Voilà, de s'occuper de... Enfin, on a compris. Donc, contre cette idée... Pour cette idée. Contre cette idée. Pour cette idée, mais argumentée. Oui, on a compris. Oui, chacun a apporté son argument. Venons-en. Ouais. René, oui, un mot rapidement, parce qu'après, on va bifurquer sur la question des tenues, effectivement. Exactement. Parce que, voilà, il y a un dress code aussi. Juste un petit point concernant l'égalité, parce que j'ai entendu également l'argument selon lequel, quand on est toutes coiffées, on est toutes égales, mais ce n'est pas vrai. Et ça ne nous prépare pas à la vie adulte. Parce qu'une fois que je suis finie, il faut que tu apprennes à bien te présenter, à être bien mise pour des entretiens dans le monde professionnel, même pour des fêtes à la maison. Et le côté de l'égalité, c'est juste une illusion. Avec des cheveux ras, il y en a qui seront toujours plus belles que d'autres. Il y en a dont les parents pourront acheter des sacs à dos à 300, 400 000 francs. D'autres auront le petit sac à dos à 5 000. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Un petit chignon, c'est suffisant? Moi, je me dis que des cheveux naturels. La coupe n'est pas obligatoire. Cheveux naturels déjà? Tu peux... Donc pas de tissage, pas de perruque? Pas de tissage, pas de perruque. Déjà, même pour les enfants, ce n'est pas conseillé maintenant d'un point de vue médical. Donc pas de tissage, pas de perruque. Mais tu as ton afro, tu le gardes. Tu es défrisé, tu as ton petit brushing carré, tu le gardes. Tu peux faire tes petites nattes, comme on dit, baoulé ou libérienne. Tu les fais. C'est des petits twists, tu peux les faire. Voilà, pour moi, la coupe n'est pas nécessaire. D'accord, très bien. Venons-en aux tenues, Claude Cadio. Rapidement, oui. Je reviens en arrière. Ouais. Nous, lorsque nous étions à l'école primaire, on nous mettait les cheveux, les ciseaux dans les cheveux. On nous fait ça aussi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette affaire de coupe. Et c'est de la violence. J'étais au CE1. En 1960, j'étais au CE1. Quand on m'a mis les trucs dans les cheveux. D'accord. Ouais, donc, oui, mais c'est pas parce qu'on vous l'a fait... de longtemps. Oui, mais c'est pas parce qu'on vous l'a fait que ça veut dire que c'est bon. Le monde évolue. Mais alors, pourquoi le ministère ne l'impose pas également aux établissements privés? Le monde évolue, mais c'est justement ça qu'il faut qu'on cherche à savoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Il faut qu'on cherche à savoir. Oui, parce que privé comme public sont tous sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Peut-être parce qu'ils payent un peu plus cher. Donc, il faut payer plus cher pour garder ses cheveux. Ce qui est sûr, le privé a toujours... Ce qui n'est pas juste. Le privé, c'est toujours différencié. On a bien compris. Du public. Alors, dans certains établissements également, il ne faut pas porter des tenues un peu trop courtes, pour les jeunes filles surtout. Enfin, il y a une sorte d'uniformisation du dress code. Ça vous paraît logique, ça? Alors, pour moi, on va dire que c'est partagé. À ce niveau, au niveau vestimentaire, je ne vois pas vraiment de problème en termes d'uniformité. Parce que même dans le mode du travail, il y a des dress codes. Donc, par exemple, il y a des banques où pas de couleur vive, faut pas de talons très hauts. Donc, il y a un dress code. Donc, au niveau vestimentaire, moi, j'estime qu'il peut avoir un dress code. Je ne pourrais pas dire qu'il faut valider des micro-jupes à l'école, par exemple, ou encore pour Oui, mais le fait de demander à toutes les jeunes filles de porter des jupes longues... Bon, déjà, sur la forme... C'est un problème pour vous? Pour moi, c'est inutile. C'est pas que ce soit un problème, mais pour moi... Je pense qu'en termes de tenue d'école, comme a dit Sonia, j'ai également fait un lycée de jeunes filles. Et moi, j'étais beaucoup plus jeune que les garçons. Même des hommes ont commencé à s'intéresser à moi. J'avais le crâne rasé. J'avais la tenue de mon école qui était donc longue jusqu'à la cheville au niveau de la jupe. Et vous connaissez les parents à l'époque. On n'avait jamais notre tenue dans la bonne taille. Donc, franchement, c'était de gros vêtements que j'avais. Peut-être qu'en le faisant, c'est pour limiter peut-être les dégâts. Vous êtes fait draguer très jeune. Oui, mais c'est peut-être pour limiter les dégâts. Enfin. Moi, je me dis en termes de limiter les dégâts, si on part même en termes d'agression, même en couche, on n'est pas en sécurité. Bon, donc, Claude Cadio. Je pense que le gestionnaire a pensé à ça. Parce que faire ressortir le corps de la jeune fille et tout,
bon, ça peut être tentant. Pour qui? Mieux vaut, mieux vaut. C'est des- Oui, t'entends, on est d'accord. Pour les prédateurs. Quel Bien sûr. prédateur? Il y en a de toutes sortes. Il y a des pédophiles. Non, non, on est d'accord, il y a des pédophiles, il y a de tout, il y a de Eh tout. bien, voilà, Oui, pour ceux il qui y a de cherchent tout. nos filles, C'est ça. ceux qui enceintent nos enfants, C'est ça. de façon précoce. Effectivement, on a fait le débat ici. À la fois effectivement. préserver. Ouais. Et donc, la jupe longue, là, ça, c'est l'initiative de Mme Kandia Camara, qui a été appuyée par Mme Mariatou Kone, le ministre Mariatou Kone. Non, mais C'est nous, cela. nous, on portait ça Non, depuis. moi, je Moi, à porte ça l'époque, sous- c'était déjà la Oui, mais paysanne c'était- qui mais arrivait. c'était pas Moi, aussi- je la mettais. C'était pas Pardon? aussi vulgarisé. C'était pas institutionnalisé à l'échelle nationale. Ah, Dans- ok. Il y avait des initiatives dans des établissements, Oui, les- non, c'est Mamie d'accord. Fêtait de Bergerville et tout ça, il y avait des initiatives, Voilà, effectivement. maintenant, c'est institutionnalisé. On l'a mis. D'accord. Mais vous êtes des femmes, c'est normal? C'est longue jupe, vous trouvez que ça va, c'est normal? Moi, honnêtement, Parce que de toute façon, est-ce que l'école, c'est un lieu où il faut, je sais pas moi, aller exhiber sa garde-robe? Alors non, moi honnêtement, je ne suis pas pour un défilé de mode à l'école. Ça reste un cadre précis, c'est un cadre éducatif. On ne va pas te demander de mettre tes derniers talons là-bas. Mais ce que moi je veux simplement dire, c'est qu'au niveau de la tenue, comme j'ai dit, moi je suis un peu partagée. Parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment de mal au niveau de la tenue. On vient travailler, on vient étudier. Mettre une jupe ou un pantalon bleu avec une chemise, pour moi, ça ne change pas grand-chose de ce que tu vas rencontrer dans la vie plus tard, si tu rentres dans le monde professionnel. Je pose ma question autrement. Ça vous fait mal qu'on demande aux jeunes filles de s'habiller comme ça? Ah non, pas du tout. OK, Rassurez-vous, il n'y a pas mal du tout. c'est pas un problème. non, moi, franchement, au niveau de la tenue, Comme Pas- je dis, voilà, c'est... C'est normal on demande aux petits garçons qui se coupent les cheveux? Ra? Pour moi, non, pas nécessairement. Non. pas nécessaire. Il y a des petits garçons qui ont leur locks, leur Leurs petite petits natte. Et ils afros, sont tout leurs mignons. petits punch. Moi, je me dis... On peut quelque aller avec part, des afros, enfin des dreadlocks et tout à l'école? Pour moi, ça ne dérange pas. J'ai vu des photos du lycée classique il y a près de 30-40 ans. Ouais. Bah, ils avaient des afros, ils avaient des punchs. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ils ont dû échouer dans C'était leur pas vie. généré par l'IA, non? Non, pas du tout. Eux Ah tous, bon ils ont Non, dû ils ont des avouer. archives. Ils ont Ils échoué, n'avaient ça, pas c'est tous sûr. les cheveux ras. Quand on voit les anciennes photos... Ça me surprend parce que le lycée classique, le lycée technique, le lycée garçon de Bergerville, le lycée jeune fille, c'est quand même des lycées extrêmement pointus sur ces aspects-là. Accepter que des élèves aillent avec des Cherchez dreadlocks, sur Google, et c'est ce que j'ai Ouais. vu. Après, peut-être que c'était j'en pas la suis bonne posé école. beaucoup de questions. Peut-être que c'était pas la bonne école, mais sur Google, j'ai vu Ouais. des vieilles photos avec des gens qui n'avaient pas tous les cheveux ras. C'est-à-dire, c'était pas forcément tous en afro ou en punch, mais il y en a qui avaient quand même un peu de cheveux. Après, moi, je reviens sur le même point. C'est une question aussi culturelle qu'il faut défendre. Le cheveu noir n'a rien de sale, en fait. Tout est une question de style et d'entretien. Pour un petit garçon, ça revient aux parents. Des fois aussi, il faut qu'on dise la vérité, parce qu'on met tout sur l'école. Il y a des parents qui se dispensent de certaines responsabilités. C'est de notre devoir d'enseigner à nos enfants comment se tenir propre avec leur identité noire. Donc, tu as des cheveux crépus, tu apprends à les peigner, tu apprends à faire ton afro, à faire ton punch depuis que tu es petit, en fait. D'accord. Donc, des fois, se coiffer les cheveux, c'est également une façon de se débarrasser de la responsabilité d'entretien. Autre sujet, un élève avec un téléphone portable en classe. Là, on parle du CP1 à la 3e, jusque-là. Moi, je contre. Contre? Ouais, je pense qu'il vaut mieux dispenser les enfants le plus longtemps possible des téléphones. René? Parce qu'on devient contre. vite addict. Contre. Oui, Claude Cadio, bon. Non, lui, on veut même pas. Non, Nous, on pas sait. de- Par contre, Ouais. On sait. pour moi, il serait quand même important de permettre aux enfants, ne serait-ce que peut-être à l'administration, de pouvoir joindre les parents en cas de problème. Ouais. Parce qu'il arrive des fois que, et les parents, ils n'ont pas tort, des fois, les enfants utilisent ces téléphones-là parce qu'il y a des problèmes. Donc, si on trouve le moyen de communiquer de façon plus ou moins encadrée, pour moi, du CP1 jusqu'à la 3e, à l'école, sachant qu'on ne peut pas gérer tout ce qui se passe entre les élèves, que chacun laisse son téléphone dans une boîte à l'entrée. D'accord. Très bien. On va parler juste après la pub. On va déjà écouter les Ivoiriens. On leur a comme ça posé la question de savoir quels sont, d'après eux, les mots de l'école ivoirienne. On va aussi parler du contenu éducatif. Pour certains, on met beaucoup plus l'accent sur la géographie et très peu d'histoire. Et même quand on parle d'histoire, c'est plutôt l'histoire d'ailleurs et pas du tout notre histoire à nous. Vos avis nous intéressent. À tout de suite. Merci.
L'école ivoirienne en question, on en parle ce soir avec Sonia, avec Claude Akakadio, président de l'OPECI, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, et René Armstrong, elle est spécialisée en communication. Et donc son avis, elle a donné son avis sur les cheveux coupés, qu'il s'agisse des femmes ou des garçons, sur les tenues également. On va s'intéresser au contenu à présent. Mais avant cela, j'aimerais qu'on aille à la rencontre des Ivoiriens. Ils nous disent aussi ce qu'ils pensent de ce sujet, de ce débat. Les élèves ont baissé les bras. Parce que quand tu prends un élève de CM2 qui n'arrive même pas souvent à bien écrire son nom, bon, c'est un peu décourageant. Nous, à notre temps, étant au CM2, quand tu voyais notre écriture, ça n'a rien à voir avec un élève de terminale aujourd'hui. Les élèves ne se donnent plus à fond comme avant. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup distraits par le PA. Quand il dit le PA, le showbiz, tout ce qui est match vu. Actuellement, ce qui me dérange dans le système éducatif ivoirien, je me dis qu'actuellement tout est théorique. Mais pour que nos élèves de demain et nos étudiants de demain puissent comprendre ce qui se passe dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, ils doivent être plus basés sur la pratique. Au niveau de l'enseignement, c'est trop faible. Parce que le mois que nous battons à l'école, les cafopiens venaient dans les classes pour enseigner les élèves. Donc les cafopiens, déjà à l'école, déjà, ils sont en collaboration avec les élèves déjà. Mais maintenant, on ne voit pas tout ça aujourd'hui. Les grèves tout le temps, et puis le comportement un peu des élèves, un peu trouillant, pas trop concentré. Donc, si l'État pouvait mettre un système en place pour qu'on puisse mieux cadrer ces élèves-là, et puis les professeurs aussi, ils ne sont pas trop concentrés aussi parce qu'ils suivent souvent les élèves. Si on dit on est content pour ce qui n'est pas bon, eux nous suivent dedans alors qu'ils sont nos encadreurs. Ils doivent nous encadrer, pas nous suivre. C'est que les livres que les gens répètent chaque jour, que tout le monde est pauvre. Aujourd'hui, là, on ne peut même pas payer une livre. Mais les livres, là, aujourd'hui, si l'enfant passe en 6e, les gens envoient encore un autre livre. Et alors qu'en notre temps, IPAM, là, quand tu passes à la classe supérieure, ton petit frère vient prendre. Mais aujourd'hui, là, même quelqu'un qui touche même 100 000 francs, il ne peut même pas mettre son enfant à l'école. Pourquoi? Parce que les livres sont chers. Les livres sont chers. Et ce n'est pas les mêmes livres. Voilà, Claude Cadio, René Armstrong, Sonia, vous avez donc entendu les avis des Ivoiriens. Alors, beaucoup de points ont été soulevés. J'aimerais qu'on s'approfondisse un temps soit peu sur déjà la question du contenu. Certains estiment que le contenu est un peu trop théorique, il n'est pas pratique. Et moi, en le disant, je pense notamment aux Asiatiques, par exemple, où très tôt déjà, en secondaire, ils sont déjà sur des aspects très pratiques, en physique, en chimie et tout. On en a encore su des sujets très théoriques. C'est votre avis, déjà, Claude Cadio? C'est pour tout ça qu'on a initié d'abord le plan stratégique éducation-formation pour relever le niveau. On a fait également les EGENA, les États généraux. Les États généraux de l'éducation nationale, pour rechercher les solutions idoines. On a trouvé les solutions? Bon. Sur papier? Ça, sur papier, oui. Solutions sur papier. Mais physiquement, c'est compliqué. D'accord. Et donc, on doit pouvoir demander à nos enfants de faire plus d'efforts parce que les derniers examens blancs n'ont pas été réduisants du tout. Je prends un cas de Dimokro. Dimokro, sur 177 candidats au BEPC, il y a eu 12 admis. Au bac, sur 12 candidats, il y a eu 2 admis. Bac ordinaire, bac série U, série et les autres séries. Et bac D, 0 admis. Toujours à Dimokro. À Dimokro. Et quand j'ai essayé de faire le recoupement, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces examens-là n'ont pas donné les résultats escomptés. Et dans ce cas, pour vous, c'est qui le fautier? Ce sont les élèves ou c'est plutôt l'enseignant? Dans ce cas, il y a la responsabilité de l'élève, la responsabilité de l'administration. Parce qu'après mes enquêtes, il se trouve que les élèves abandonnent l'école pour aller faire leur paillage clandestin. Ah, pour cette région spécifique. À Timbuktu, et leur paillage clandestin couvre le territoire national. Il y a beaucoup plus d'argent là-bas et ça va vite, quoi. Voilà, et donc l'État doit pouvoir être regardant sur cela. René Armstrong, vous comprenez la baisse du niveau? Vous comprenez? Voilà. Je pense que ça s'explique par différents facteurs. Donc déjà, on a un boom démographique
il faut le dire, on a de plus en plus d'élèves. L'État essaie de juguler en faisant de plus en plus d'écoles, mais on a pu voir qu'il faut recruter davantage d'enseignants. Donc là, pour moi, la faute, elle est partagée. Autant d'un côté, on va dire, administratif, il faut davantage d'infrastructures, il faut davantage d'enseignants. D'un autre côté, il faut beaucoup de prise de conscience, je dis d'abord du parent, avant de retomber sur l'élève. La dame, dans son intervention, elle disait, elle pense peut-être que l'État a un mécanisme en place par rapport au comportement des élèves. Mais le mécanisme existe, ça s'appelle la parentalité. Normalement, il y a des choses qui relèvent du parent. Et c'est l'effort parent-enseignant qui donne un bon résultat si l'élève est intéressé lui-même par son cursus scolaire. Donc pour moi, c'est de part et d'autre. Autant il faut davantage d'efforts de l'État pour créer le cadre. Et une fois que le cadre est créé, il faut un accompagnement parental, une implication réelle pour faire un véritable suivi. De sorte à ce que ce soit au niveau des notes comme de la conduite, parce que ça est un mélange des deux. Tu peux être très intelligent, mais si tu fais aucun cours pendant 6 mois, bah... Est-ce qu'ils sont à la hauteur, les enseignants? Voilà pour vous, allez-y. Bon, Est-ce qu'ils sont à la hauteur, les enseignants? Mais rapidement. Beaucoup d'enseignants sont bien formés. Ouais. Par contre, un grand nombre également n'est pas à la hauteur. Le problème, c'est peut-être à ce niveau. Le recrutement des enseignants doit être revu. Et on doit recruter les élèves, des enseignants avec beaucoup de tact. Nous avons aujourd'hui des enseignants qui font des posts sur les réseaux sociaux Facebook. C'est pas possible. Et quand vous regardez ça, vous dites, si c'est celui-là qui enseigne mon enfant, c'est qu'on est mal barré. Oui, que ça fait peur. Hein? Oui, donc il y a ça. Donc, comme elle a dit, les parents ont leur rôle. Et c'est pour ça que nous, à l'Organisation des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'asseoir nos bases dans les 41 DRENA. Nous avons déjà 27 sections dans 27 DRENAET pour nous rapprocher des parents en vue de les aider au suivi scolaire. Et ce travail-là est en cours. D'accord, très bien. Histoire, géographie. Avant cette émission, j'ai une jeune collaboratrice qui continue d'aller à l'école, apparemment, qui, elle, disait que le constat qu'on fait, c'est que la géographie concerne certes la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de l'histoire, on est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. On parle encore de guerre froide, on parle de trucs, alors qu'on a une histoire qui est propre à nous. Tout à fait. C'est votre avis? Oui. Après, ça fait longtemps que Est-ce qu'il faut adapter? Après, ça fait un moment que je ne suis plus à l'école. Mais je me rappelle, dans le temps, on a fait la bipolarisation. On a vraiment étudié les mouvements géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis, un peu l'Asie. Je pense qu'il faut vraiment une réappropriation de l'histoire, en fait, dans un sens africain et dans un sens ivoirien. Je pense qu'il y a également ce déracinement-là qui fait qu'il y a pas une certaine perspective au niveau des élèves. Et donc, tu te dis, plutôt que de me fatiguer à finir dans un bureau, et si j'allais chercher quelques pépites d'or, en fait. Donc, je pense que, clairement, il faut qu'on essaie de réaménager pour qu'au moins au niveau de l'histoire, on apprenne notre histoire, parce qu'il y a de belles choses à savoir. Les femmes ont marché à Bassam, tout ça, c'est important. À ce niveau, il faut vraiment connaître notre propre histoire. Encore faudrait-il que cette histoire soit dans les manuels scolaires. Eh bien, on est en train de réfléchir. Mais vous réfléchissez beaucoup. Le ministre Angèle Lyonsois est en train d'écrire un livre d'histoire pour les plus petits. Ça va sortir très bien. D'accord, mais ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, ça. C'est une initiative isolée. Parce qu'on a trop copié sur les autres et aujourd'hui, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte d'acculturation quelque part. Tout à fait. Qu'il faut regretter. Oui, donc moi, il y a, en termes d'histoire, Après, je pense qu'on ne devrait pas occulter. C'est important pour un enfant de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, parce que qu'on le veuille ou pas, les Africains y ont participé, la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut quand même expliquer l'apport, par exemple, africain. Ça, moi, c'est pas à l'école que je l'ai appris, c'est en regardant des films. Et je veux revenir sur celui qui parlait de la pratique. Nous, tous, on nous a montré à l'école, oui, c'est mis dans ça, ça réagit comme ça, mais j'avais des éprouvettes. Moi, par exemple, j'étais dans une école où il y avait des éprouvettes, mais on n'a jamais rien mis. Jusqu'à je suis partie. C'est vrai? La seule chose qu'on a Est-ce qu'on vous a fait le test sur la grenouille spinale? Non, ça, c'est à la télé que j'ai vu. Et ce qui m'a tué, moi, la seule chose, quand je suis partie, je faisais SVT, on a juste collé l'orgueil de Chine dans le cahier. Mais tout ce qui était Pavlov, justement la grenouille, on ne l'a jamais fait. On faisait des cours dans une salle vraiment équipée, on mettait des blouses blanches et des lunettes, mais on allait juste sans plus. Donc il faut vraiment apprendre la pratique aux enfants pour qu'on comprenne peut-être le bien fondé de certaines formes. Quand on dit enfant, on parle de quel niveau? Tout. Collège, lycée, primaire? Moi, je me dis déjà à partir du primaire. À partir du primaire. Parce qu'en vrai, les prérequis de certaines aptitudes, on les enseigne très tôt. Donc, il y a des habitudes que si tu n'as pas pris depuis peut-être ton CP, ça va être très compliqué à partir de la 4e, de la 3e à les intégrer. C'est pour ça que généralement, en Asie, les programmes, ils sont intenses de la maternelle à l'université. Et il n'y a pas le concours d'entrée en 6e. Il faut le maintenir?
À partir de la classe de CE1. L'entrée en 6e, il faut maintenir le concours de l'entrée en 6e? L'entrée en 6e. Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, pendant un moment, oui. Il faut maintenir. Il faut le maintenir Et pourquoi? en attendant. Pourquoi? Par rapport au niveau ou par rapport au fait qu'on risque de ne pas pouvoir absorber le trop plein d'élèves qui arrivent tout de suite? Oui, mais justement, c'est ça. Oui, mais donc vous êtes en train de reconnaître que... Moi-même, je veux qu'on fasse en fait des examens pour chaque niveau. Genre après le CEP et CE1, on fait des examens Logiquement, mis à niveau. Quelqu'un qui a commencé au CE1 à faire de l'histoire et autres, eh bien, il va pouvoir évoluer. Mon avis, il est un peu différent. Moi, je pense qu'il faut maintenir le CEP parce que ça reste une bonne façon de s'exercer, déjà. C'est le premier examen. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça met dans des conditions préalables, par exemple, pour le BEPC qui vient plus tard, pour le bac et même pour les concours de fonction publique ou autres, en fait. Donc, pour moi, c'est déjà un bon test pour se mettre dans des conditions d'examen. Rajoutons à cela également que pour certaines formations, je ne sais pas si ça existe toujours, mais pour certains postes, on dit niveau CEP. Donc, pour moi, ça se tient encore de le maintenir. Peut-être dans la forme, il faut peut-être améliorer la forme. D'accord. Oui, c'est le premier diplôme. Pour le maintien. C'est le premier diplôme déjà. Bon, diplôme, ouais. Aussi, il n'existe plus. Ils n'ont pas dit. Donc, on peut le maintenir en attendant. D'accord. Maintenons-nous le temps de la pub. On ne peut pas enlever la pub de cette émission. Ça, c'est impossible. D'accord. Hélas. Alors, la pub. À tout de suite. Yes, ce sera tout pour cette édition. On a tout de même le temps d'arracher quelques mots de fin pour ce premier épisode d'échange sur les mots de l'école ivoirienne avec René Armstrong et Claude Akakadio. Oui, honneur aux dames. Peut-être un tout dernier mot, peut-être, pour conclure. Oui, alors déjà, merci pour le sujet. C'est important de débattre de ce genre de questions-là pour qu'on puisse quand même échanger des idées. Et j'espère qu'on pourra s'apaisantir sur des questions beaucoup plus importantes que la longueur de cheveux sur la tête de jeunes filles ou de jeunes garçons. D'accord, ok. Mais en dehors de la coiffure, moi j'invite les élèves à faire beaucoup d'efforts pour que nos résultats se bonifient. Parce que cette année, je souhaiterais qu'on aille au-delà des 50% d'admis. Donc j'invite tout le monde à faire beaucoup d'efforts. Il y a le temps de l'école, il y a le temps des vacances. Donc qu'ils se mettent au travail pendant que l'école fonctionne. Et puis bon, après se reposer pendant les vacances. Quel est le danger pour un pays d'avoir des élèves qui n'ont pas le niveau? Mais c'est dangereux parce que quel citoyen vous voulez avoir avec des élèves qui n'ont pas de niveau? Alors, nous voulons des citoyens capables de bâtir la Côte d'Ivoire, la future Côte d'Ivoire. Et nous comptons énormément sur eux. S'ils n'ont pas le niveau, l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse. Tout à fait, c'est inquiétant pour nous. René? Oui. Alors pour moi, il y a un danger? Il y a un énorme danger. On court littéralement vers notre perte. Parce qu'à tous les niveaux, on a besoin de personnes qui ont le niveau. Que ce soit dans le public avec les médecins, les enseignants, les infirmiers, dans l'agriculture, tout ça. Il faut, en 2026, dans un monde moderne, il faudrait que les gens qui sont allés à l'école aient le niveau justement de l'enseignement qu'ils ont suivi. Pour nous, c'est très important. Très bien. On a compris. Merci beaucoup, René. Merci, Claude Akakadio. Merci à Sonia. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. On va se retrouver jeudi pour la suite de cette affaire. Demain, place au foot, place à la Champions League en clair et sans décodeur sur NCI. On se retrouve donc jeudi. D'ici là, take care. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner.
voilà. Château Saint-Bernard, forcé, tu es franc.